Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre table ronde d'experts sur les données de santé et l'activité sociale et citoyenne. Alors, cette table ronde, elle, en fait, s'inscrit dans un colloque du congrès de l'ACFAS qui est basé sur l'acceptabilité sociale et citoyenne de l'accès et de l'utilisation des données de santé. C'est un colloque que nous avons monté avec les fonds de recherche du Québec et le soutien de Génome Québec en hommage au professeur François Laviolette qui nous a quittés en décembre dernier, un grand chercheur en intelligence artificielle dans le domaine de la santé, mais aussi quelqu'un qui nous a conduits, invités à vraiment réfléchir, construire ensemble un contrat social autour de l'utilisation des données de santé, en partage avec les citoyens, avec une construction pérenne. Et donc, autour de cet appel, on a voulu bâtir ce colloque pour pouvoir penser ensemble à des méthodes, des outils, des pratiques pour bâtir cette acceptabilité sociale et ce contrat social avec les populations. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir présenter la table ronde des experts donc sur les données de santé et l'acceptabilité sociale. Alors, je suis Cécile Petitgand, je suis conseillère accès aux données au Fonds de recherche du Québec et je coordonne une initiative d'accès aux données de la table nationale des directeurs de la recherche du ministère de la Santé et des Services sociaux. Aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés et vraiment de pouvoir réunir autant d'expertise autour des questions des recherches, des travaux sur la construction de la participation citoyenne, l'acceptabilité sociale de l'utilisation des données. Je vais présenter chacun et chacune de nos panélistes, puis en finissant par notre animateur patient, citoyen, partenaire extrêmement engagé, qui est en fait Guy Poulain, qui va conduire cette discussion autour des constats sur l'acceptabilité sociale. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va implanter en pratique? Quels sont les enjeux en suspens et les questionnements qui restent à répondre? Donc, commençons avec une présentation de nos panélistes en débutant par Daniel Caron. Donc, merci beaucoup, professeur Caron, de vous joindre à nous. Donc, Daniel Caron enseigne à l'École nationale d'administration publique, où il est titulaire de la chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles. Il y étudie les répercussions des technologies numériques sur le fonctionnement de l'État et des organisations publiques sous l'angle de l'information. Il s'intéresse aux questions de politique publique et administrative et à celles de la gouvernance informationnelle dans le contexte du passage vers le numérique. Donc, ses champs d'études incluent aussi l'évaluation des programmes. Il est également fellow du Cyrano et professeur associé à la School of Public Policy Administration de la Carleton University. Sa carrière s'est déroulée entre la recherche, l'enseignement et la gestion. Il détient une maîtrise en économie de l'Université Laval et un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup, Monsieur Caron. Nous avons aussi comme panéliste Annabelle Cumine. Annabelle Cumine est spécialiste en médecine interne diplômée de l'Université McGill avec une maîtrise en pédagogie des sciences de la santé de la University of Illinois à Chicago. Elle pratique la médecine obstétricale d'abord au CHU Sainte-Justine, puis au CHUS de l'Estrichus, et elle est professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke depuis 2017. Et depuis 2012, elle agit en éthique de la recherche à titre de présidente du comité d'éthique de la recherche du CHUS de l'Estrichus. Et dans cette fonction, elle cherche à contribuer au développement de l'éthique de la recherche, tant par le développement curriculaire que par sa programmation de recherche et par plusieurs collaborations au niveau provincial et fédéral. Et aussi, son programme de recherche Claré, dont elle va nous parler aujourd'hui, s'intéresse à la perspective citoyenne québécoise sur l'utilisation secondaire des données de santé dans un contexte de système de santé apprenant. Merci beaucoup, professeur Cumine, de vous joindre à nous dans le cadre de cette table ronde. Nous avons aussi autour de cette table Lise Langlois. Lise Langlois est directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux et éthiques de l'IA et du numérique, l'OBVIA. Elle est professeure titulaire au département des relations industrielles depuis 2002 en éthique organisationnelle et appliquée. Elle est aussi directrice de l'Institut d'éthique appliquée, IDEA, de l'Université Laval depuis 2016. Ses travaux de recherche portent sur la décision éthique et la formalisation de l'éthique dans les pratiques et les processus. Et elle a son actif plusieurs publications scientifiques, ainsi que des livres, articles et rapports sur ces sujets. Elle a reçu en octobre 2018 le Wheeler Award of Excellence, un prix américain pour la nature exceptionnelle de sa contribution scientifique dans le domaine théorique et pratique du raisonnement éthique et de la prise de décision. Donc, merci, Madame Langlois, vraiment de se joindre à cette table. Et en tant que panéliste, nous avons finalement Nathalie de Marcellus-Varin, donc titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, spécialisée en gestion des risques et assurance de l'École normale supérieure de Cachan. Nathalie de Marcellus-Varin est professeure titulaire à Polytechnique Montréal et présidente directrice générale du Cyrano. C'est le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Elle est chercheuse co-responsable de la fonction veille et enquête de l'OBVIA.
membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies et chercheuse invitée à la Harvard T. Chan School of Public Health. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion des risques, la prise de décision dans différents contextes, ainsi que les politiques publiques mises en place. Et depuis 2011, elle dirige donc le baromètre Cyrano sur la perception des risques au Québec et elle a participé activement à l'élaboration de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup, professeur Marcellus Varin, de vous joindre à cette table, vraiment avec des expertises, je pense, uniques, très complémentaires dans les recherches et puis avec un dialogue continu entre vos études. Et enfin, j'ai vraiment l'immense plaisir de présenter Guy Poulain, qui va être aujourd'hui notre animateur de cette discussion et qui a préparé vraiment un ensemble de questions nourries par les constats issus des études, des recherches de nos panélistes. Donc, Guy est résident à Québec. Il est retraité et il a œuvré essentiellement dans les services sociaux au sein d'organismes communautaires et d'établissements de santé. Il possède un baccalauréat spécialisé en psychologie, un DESSS en éthique. Il est patient, citoyen partenaire, donc c'est un titre vraiment qui revendique depuis une dizaine d'années. Ses principales applications à ce titre sont vraiment nombreuses. Et là, je n'en cite que quelques-unes. Il a été membre et président du Forum citoyen du commissaire à la santé et au bien-être, au comité d'excellence en santé de l'INES, donc l'Institut qui charge de l'évaluation des services de santé et technologie, aussi actif au bureau de direction de plusieurs comités de travail à Vitam, notamment au Centre de recherche en santé durable, mais aussi au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public du Centre de recherche du CHUM, notamment dans sa table de santé numérique. Il est aussi très actif dans le soutien système de santé apprenant du Québec et il a participé à plusieurs projets de recherche, dont DigiCite, Wikisanté, Traumatologie, Vitalab, mais aussi des cours à la faculté de médecine de l'Université de Laval. Donc, ce ne sont que quelques exemples de participation. Un grand merci, Guy, d'avoir accepté cette invitation à animer cette table ronde. Et puis, donc, je te laisserai la main pour commencer à inviter chacun de nos panélistes à ces préparations et présentations de constats principaux issus de ces recherches, puis après par une séance de questions. Donc, merci, c'est à toi la parole. Oui, ben, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, ceux et celles qui nous écoutent, et merci beaucoup, panélistes, avec vos impressionnants CV, d'être présents à cette table ronde. Alors, on va y aller d'un format assez simple. On vous a demandé un peu de ressortir les principaux constats. Puis je vais vous demander tout de suite d'avoir la préoccupation de les rendre les plus accessibles, les plus vulgarisés possibles pour que toutes les personnes qui auront la chance d'écouter cet enregistrement puissent bien suivre les informations données. Alors, je pense que si je ne me trompe pas, Cécile, on donnait 5 minutes à chaque panéliste. Puis par la suite, ben, je vais vous lancer quelques questions où on sera plutôt sur, je dirais, sur la conversation, où ce ne sera pas nécessairement chacun qui répond à son tour à chaque question. On va essayer de rendre ça un peu moins linéaire. Et c'est Cécile, je pense, qui va être la gardienne du temps. Alors, faisons l'effort du 5 minutes pour être capable d'avoir du temps pour converser, puis peut-être aller plus loin par la suite. Je pense, Cécile, tu avais établi un ordre. Tu peux peut-être nous le rappeler. On commençait par… Oui, bien sûr. On va commencer avec professeur Caron. Parfait. Alors, M. Caron, à vous l'honneur. Alors, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc, 5 minutes, je vais tenter de résumer cette étude qu'on a fait. Je veux souligner qu'on l'a fait, entre autres, j'ai travaillé avec le regretté Claude Montmarquette, donc pour moi, c'est important de le dire. Donc, l'objectif de l'étude, c'était finalement de connaître l'attitude des Québécois face au partage des renseignements de santé, autant auprès des intervenants du domaine de la santé, les chercheurs, l'entreprise privée et les autres ministères gouvernementaux. Et on voulait savoir finalement essayer de comprendre ce qui les motivait ou les freinait à partager. Et l'hypothèse de travail, c'était finalement que la connaissance des bénéfices qu'on pouvait retirer d'un tel partage et des systèmes de fonctionnement allaient affecter positivement ou négativement donc les choix du partage. L'enquête elle a été menée en mode bimodal, donc avec 1000 répondants téléphoniques et 1000 répondants sur Internet et auprès donc de 2016 Québécois et elle s'est faite aussi en mode économie expérimentale, c'est-à-dire qu'on a fait cheminer les répondants, donc au fur et à mesure qu'on avait des réponses, on les emmenait dans des trajectoires pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui motivait leurs réponses et si on arrivait à les faire changer d'idée. Donc, premier constat, attitude initiale, quand on fait abstraction de ces renseignements personnels, c'est-à-dire qu'on demandait la question de façon générale, est-ce que vous croyez que les renseignements de santé devraient être partagés
Donc, pour améliorer la performance du système de santé et aussi améliorer, donc, mieux gérer les défis. Donc, on a des réponses là, qui sont autour de 2/3 des gens, jusqu'à 3/4 des gens, 66 à 75 % qui disent absolument. Ils sont tout à fait d'accord. Donc, c'est une attitude initiale et on le fait comme ça pour voir, parce qu'on sait que les renseignements de santé, c'est sensible, donc on voulait ne pas tout de suite plonger dans vos renseignements, mais parler de façon générale pour le bien public. Deuxième constat, c'est que, bon, une fois qu'on part de ça, là, on demandait aux gens, pour vos renseignements de santé, est-ce que vous êtes prêts à partager avec les différents intervenants, incluant donc les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, les professionnels de la santé, les chercheurs, ensuite les autres ministères gouvernementaux et finalement les entreprises privées. Et ce qu'on découvre au point de départ, c'est que la majorité des répondants sont assez ouverts, en fait, à partager leurs renseignements, mais ils ont des réserves. Donc, ils ont certains questionnements. Il y a très peu là, qui sont prêts à dire oui, on partage tout. Je pense qu'on avait 7% qui étaient sans réserve et il y a 4% qui sont vraiment en défaveur de tout partage. Donc, pour eux, là, c'était non. Donc, une fois qu'on avait ces résultats-là, on prenait les gens qui avaient des réserves et on leur disait, donc, disons qu'ils nous avaient dit, bon, on a des réserves avec les chercheurs. Là, on leur demandait finalement, si on vous fait part des bénéfices potentiels justement de ce partage, est-ce que ça changerait votre point de vue? Et donc, ce qu'on réalise, c'est qu'une fois qu'on passe tous ces répondants-là, il y en avait 1790 qui avaient des réserves sur les 2016. Donc, une fois qu'on leur donne les bénéfices et qu'on leur dit, bien, voici ce que pourraient être les bénéfices, on avait choisi des bénéfices collectifs et des bénéfices personnels. Et ce qu'on fait comme gain, là, c'est qu'il y a 91% des gens qui sont prêts à changer d'opinion. Une fois qu'ils comprennent, puis j'ai écouté moi-même personnellement certains entretiens et c'était vraiment intéressant. Ils disaient, ah, mais là, c'est pas pareil, je ne savais pas ça. Donc, ça montre qu'on peut faire cheminer les gens. Et ceux qui, encore là, étaient, on va dire, récalcitrants, qui disaient non, toujours, on n'est pas d'accord, on en avait quand même 166, on leur demandait, mais qu'est-ce qui pourrait bien faire que vous changeriez d'idée? Et et là, ce qui est venu sur la table, c'est les conditions de gestion. Comment on n'a pas confiance ou comment ces données-là sont gérées exactement, on ne le sait pas, on aimerait le savoir. Et si on avait des garanties de certaines choses, bien, on serait d'accord à un taux là, de 76%, donc de changer. Alors, donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que si on arrive à mieux faire connaître les bénéfices aux gens, sur ce qu'on peut gagner dans ce partage des données, et aussi si on a un régime de gestion qui est plus transparent, qui est plus ouvert, où les gens comprennent qu'il y a de la sécurité, etc., on va être en mesure finalement d'aller chercher ce que moi j'appelle en fait, plus que l'acceptabilité sociale, on va la rendre recevable pour les citoyens. Et ça, pour moi, c'est très important qu'on le comprenne bien, en fait, que ça ne se fera pas sans qu'on ait un bon régime de gestion et qui soit très transparent aux yeux des gens. Et ça inclut évidemment une reddition de comptes sur les bénéfices des recherches. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair. Cécile, on a notre deuxième personne qui en avait été terminée. Exactement, c'est professeur Cumini. Alors, à vous, madame, on vous écoute avec attention. Merci, c'est gentil. Donc, je peux dire des choses sûrement très connexes à mon collègue professeur Caron, parce que tous les deux, on s'intéresse beaucoup à l'évolution de ce construit qui est l'acceptabilité sociale. Puis, je me suis beaucoup intéressée à ce qui a été publié ici et ailleurs. Et mon premier constat, ce serait de dire à quel point ça évolue. Et il y a vraiment des travaux très intéressants qui sont en émergence ici et ailleurs, avec beaucoup de nouveaux concepts, puis des travaux qui sont beaucoup axés sur le citoyen, le patient, et je pense que c'était vraiment intéressant. Je vous donnerai comme premier exemple la gouvernance axée sur le patient. Donc, professeur Caron nous parlait de l'importance de la gouvernance. Puis, la gouvernance, il y a des différents modèles qui existent maintenant. Et je pense qu'une gouvernance qui implique des patients, c'est un modèle qui pourrait aller très loin en soutien à l'acceptabilité sociale. Il y a aussi des travaux intéressants du côté canadien qui regardent quelles sont les spécifications minimales du point de vue citoyen envers les fiduciaires de données. Donc, c'est le réseau de recherche sur les données de santé du Canada qui s'est intéressé à cette question et ça nous donne encore une fois une piste, vraiment des outils très concrets pour regarder de quoi ça a l'air une gouvernance minimalement acceptable.
Aussi, il y a des travaux, mes collègues en parleront, je parlerai aussi d'un autre exemple, ce serait le livre blanc sur l'acceptabilité sociale qui est en train d'être rédigé par des collègues canadiens à la demande de l'Agence de la santé publique du Canada. Et là encore, c'est avec des citoyens avisés, des patients partenaires qui discutent en ce moment pour essayer de faire sortir les caractéristiques essentielles pour l'utilisation secondaire des données de santé. Et ce qui ressort en premier lieu actuellement, le travail est en cours, mais c'est la transparence. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est un des piliers de l'acceptabilité sociale. L'autre chose qui me frappe vraiment quand je fais les recensions d'écrits ou lorsque je rencontre, parce qu'on a fait des sondages de notre côté aussi avec les citoyens et on les a rencontrés par le biais de groupes de discussion, c'est qu'il y a vraiment une immense variété, une pluralité d'opinions. C'est super, ça montre la diversité de notre population. Donc, il y a vraiment des gens qui voient les données comme un bien public, qui parlent de devoir de partage, la notion de don de données qui ressort à l'occasion, qui est vraiment intéressante. Souvent, il y a des risques, des inquiétudes qui ressortent rapidement en lien avec le partage avec le privé, mais ce n'est pas toujours très nuancé. Ça dépend un peu de la connaissance de la personne par rapport à quelles sont les utilisations possibles avec le privé. Et ce qui nous a intéressé particulièrement, c'était l'ouverture des citoyens québécois envers des approches alternatives au consentement. Donc, je pense que l'autonomie est une valeur qui reste très forte au Québec et un des premiers réflexes, c'est que je veux avoir contrôle sur l'utilisation de mes données, mais rapidement, un peu comme les travaux de professeur Caron, une fois qu'on explique les limites, les impossibilités en fait d'un consentement spécifique, il y a une ouverture envers des approches alternatives. Celle que nous avons retenue, qui vient d'éthiciens du Danemark, c'est le métaconsentement, une approche qui part avec des paramètres par défaut, qui se base beaucoup sur une idée de contrat social, comme nous le rappelait le professeur Laviolette. Et finalement, je vous dirais que le troisième constat que j'amènerais en commençant, c'est l'importance de la transparence. Comme je vous ai dit dans les travaux de livre blanc, c'est vraiment les premiers énoncés qui sortent de la part des citoyens que nous avons rencontrés. Et c'est vraiment important à plusieurs niveaux. C'est important au niveau, donc, ce qui ressort dans les écrits aussi, c'est que ce n'est pas juste des informations spécifiques par rapport à un projet dans lequel j'ai participé, mais beaucoup des informations générales sur la recherche. Et ça, c'est vraiment important pour la sensibilisation, pour l'engagement des citoyens, pour maintenir la confiance. Et beaucoup la notion de transparence au niveau de la gouvernance. Donc, on revient toujours vers cette importance de bien comprendre qui est responsable. La notion d'imputabilité ressort beaucoup. Et je pense qu'il y a vraiment des pistes très importantes, très intéressantes qui ressortent au niveau des travaux avec les citoyens à ce niveau. Donc, je pense que j'arrêterai sur ça. Je passerai la parole à un collègue. Merci, Mme Cumin. Encore une fois, très clair, puis vous respectez votre temps sans intervention de Cécile. Alors, ça va super bien. Je pense que c'est Mme Langlois maintenant, hein? C'est ça? Alors, on vous donne la parole. Oui, alors, merci beaucoup. La façon dont je vais présenter mes trois constats, c'est plus sous l'angle de qu'est-ce que l'acceptabilité sociale. Donc, peut-être réfléchir au fait que l'acceptabilité sociale s'intègre tant dans les projets privés que les projets publics. Alors, je pense que cet élément-là est assez important parce que ces derniers peuvent impacter la vie des citoyens et avoir des effets structurants sur l'organisation sociale. Puis on le voit par rapport aux constats de recherche qui nous sont présentés par les professeurs Caron et Cumin. Il y a des impacts sociétaux quand même assez importants. L'autre chose, c'est qu'on voit aussi que l'acceptabilité sociale est une dynamique qui permet de prendre part aux décisions publiques. Et là aussi, c'est un élément important parce que ce sont des projets qui vont transformer la vie des citoyens. Et le fait de cet aspect-là de transformation, ça doit faire l'objet de débats publics, surtout lorsqu'il y a des impacts sociaux majeurs.
Un autre élément sur lequel il faut s'arrêter, c'est que l'acceptabilité sociale n'est pas une simple décision binaire, hein, entre bon, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. Il faut voir que ces décisions sont contextuelles, parfois temporaires et peuvent être influencées par divers éléments comme une couverture médiatique ou des grands changements sociaux. Donc, cet aspect-là, pour nous, nous semble important. Deuxième constat que je ferais, c'est que pour une acceptabilité sociale, tout projet doit démontrer, et là, je mets ça entre guillemets, son utilité d'amélioration de la vie des citoyens. En tant qu'éthicienne, le mot utilité peut faire frémir. Et le mot que je trouve le plus juste dans un contexte de démocratie, j'utiliserais le mot de justification éthique et non d'utilité. Pourquoi? Parce que l'utilité ne garantit pas les droits fondamentaux de la personne. Elle autorise, par exemple, le sacrifice des droits des minorités si le bien total s'en trouve accru. Alors là, on peut avoir des angles morts face à certains besoins de la population qui ne sont pas pris en considération. Et c'est pour ça que le mot justification m'apparaît plus intéressant, parce que quand on parle de justification, il s'agit de discuter et de justifier les principes et les normes, les fins et les raisons qui permettent de légitimer les pratiques, les institutions, les décisions politiques en vue d'en arriver à mon troisième constat, un consensus qui se veut large. Donc, au final, on a réalisé que la notion d'acceptabilité sociale ne consiste pas à susciter une adhésion unanime des parties prenantes. C'est plutôt de faire émerger un consensus viable à propos d'un projet, par exemple, ou d'une technologie. Donc, pour moi, l'acceptabilité sociale doit faire émerger ce consensus viable et pour qu'on puisse prendre, si on veut, une décision qui se veut le plus éclairée. Puis quand on parlait précédemment avec le professeur Caron des notions de transparence, de reddition de comptes sur la recherche, hein, rendre redevable, etc., bien, ça fait partie du processus de justification qui doit être apporté, qui est souvent un pan manquant dans la réflexion qu'on peut avoir quand on fait la promotion de l'utilité d'amélioration de la vie des citoyens. Donc, je ne veux pas dire ici qu'on doit juste mentionner que c'est l'utilité valeur suprême. Je dirais une utilité qui est bien enchâssée dans une démarche de justification éthique qui va participer par elle-même à cette transparence et à cette redevabilité qui peut être exigée par la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une démocratie pluraliste et je pense que aussi ça s'inscrit dans des nouvelles formes de justice sociale qui est un élément important. Par exemple, à l'Observatoire, on a réalisé, lorsqu'on a voulu mettre en place les applications de notification de contact, qu'on avait, puis qu'on justifiait en termes d'utilité sociale, ben, il y avait tout un pan de la société qui avait été oublié. Donc, c'est les trois constats que je fais là, à propos du concept. Là, je voulais plus aller dans la direction de la notion même, mais en lien avec les propos précédents. Merci beaucoup. C'est très intéressant les distinctions sur l'utilité et justification. Vous allez voir dans mes questions, j'y reviens. Là. Moi, je parle même d'impact social sur la qualité de vie des gens et des communautés. Parce qu'effectivement, l'utilitarisme, pour avoir étudié déjà en éthique, ça peut avoir son piège. Donc, la majorité l'emporte dans l'utilité, et puis ça, ben, ça peut nous amener dans toutes sortes de dérives. Alors, merci beaucoup. Et on termine en dessert avec Mme Marcellin Warin. Marcellus Warin ou Varin? C'est correct, merci. C'est correct. À vous la parole. Merci beaucoup. Et je vais rebondir un petit peu sur ce qu'ont dit mes trois collègues juste avant, parce que c'est sûr que moi, je m'intéresse beaucoup justement en fait à la
préoccupation, à la perception des risques. Et comme l'a dit Daniel, en fait, souvent, ce qu'on va regarder, s'il y a une acceptabilité sociale, il y a plusieurs ingrédients qui sont importants. Le premier, c'est est-ce qu'on est préoccupé? Est-ce qu'on perçoit un niveau de risque important? Est-ce qu'on voit les bénéfices? Mais ce n'est pas seulement ces deux aspects-là, il y a aussi l'aspect de confiance dans la gouvernance et où on s'informe et comment on le fait. Donc, vous voyez, c'est ces quatre éléments-là qui, pour nous, en fait, finalement, vont faire ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Et pour revenir sur ce que disait Lise, en fait, ce qui est important, c'est que quand on regarde même les bénéfices, puis Daniel, tu en as parlé, tu es sensible aux bénéfices que tu peux tirer pour toi-même. Donc, dans le cadre des données de santé, et moi, je vais parler plus de l'intelligence artificielle, c'est comment on peut améliorer l'accès à des soins pour nous-mêmes, mais aussi pour la société. Puis, on va voir qu'il peut y avoir des différences. On parlait de bien commun. Pas toujours évident, en fait, de se projeter justement à une espèce de bien commun. Et puis, évidemment, on le voit très bien, c'est l'aspect de difficulté aux questions de sécurité, confidentialité. Donc, vous voyez mon volet confiance qui est important et comment on peut l'améliorer avec le consentement. Donc, nous, en fait, dans les travaux qu'on mène conjointement, Cyrano, Obvia, on veut essayer de mesurer justement l'acceptabilité sociale du partage des données en se focalisant un petit peu sur l'utilisation numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a besoin, évidemment, c'est beaucoup de données quand on parle d'intelligence artificielle. Et justement, les données de santé, des fois, on les imagine comme étant des données du système de santé qui sont là, mais c'est beaucoup plus large, en fait, dans notre définition qu'on utilise, puisque tout ce qui est collecté, vous avez peut-être des applications, par exemple, on parlait des applications de traçage, mais des applications sportives dans lesquelles vous collectez finalement des données de santé. Et le paradoxe qu'on voit souvent, c'est que d'un côté, il y a des personnes qui ne se préoccupent pas du tout finalement de mettre des données ou de les partager sur leur téléphone. Et à côté de ça, Lise le disait, quand on a parlé d'une acceptabilité concernant l'application de traçage des contacts pendant la pandémie, il y a beaucoup de questions qui se sont soulevées. Puis là, on se posait la question, dans un certain sens, c'est comment on peut avoir deux types de comportements. Et on s'est rendu compte notamment, en fait, que quand on expliquait un petit peu comment fonctionnait l'utilisation de l'application de traçage, on parlait justement d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Et tout de suite, ça, même s'il y avait une acceptabilité sociale, parce qu'on comprenait qu'en contexte de pandémie, on voulait des outils, on voulait être utilisés, le terme utilisé d'algorithme d'acceptabilité sociale montrait une certaine peur et une certaine crainte. Alors, c'est évident, en fait, on a fait beaucoup de travaux. On avait déjà commencé en 2018 à regarder finalement autour de l'IA, c'était quoi les enjeux qu'il pouvait y avoir. Et il y avait plus de la moitié des Québécois qui nous avaient dit à l'époque, donc c'était en 2018-2019, que la protection des données personnelles qui étaient recueillies par des objets connectés ou des programmes de systèmes d'intelligence artificielle, c'était vraiment un enjeu pour eux. Puis ils voulaient même que le gouvernement encadre ça. Donc, dès qu'on a parlé de l'IA d'une façon générale, on l'a vu, données de santé, données personnelles, c'est quelque chose qui est ressorti et c'est tout à fait justifié d'une certaine façon parce qu'on sait que c'est nos défis en fait. On le sait, c'est qu'il faut vraiment encadrer un petit peu l'utilisation de l'IA. C'est pour ça qu'on a parlé, nous, de développement responsable de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais c'est sûr que le fonctionnement des algorithmes, les biais qui peuvent être intégrés en fait finalement dans l'utilisation de ces algorithmes, les données, la qualité des données pour les entraîner et du coup en fait il y a plein de questions qui sont soulevées et donc l'objectif nous des travaux qu'on va faire c'est d'essayer de mieux comprendre finalement cette acceptabilité sociale dans un contexte numérique et IA. Donc évidemment on part des constats de mes collègues là qui ont été présentés parce que on refera pas la même chose, nous on va rajouter une couche en fait en disant finalement est-ce que l'utilisation et les habitudes d'utilisation des technologies numériques, les habitudes de partage des données dans d'autres contextes, qui soient tacites, automatiques, on ne demande pas toujours le consentement, des fois est implicite, des choses comme ça. Est-ce que ça modifie finalement en fait votre comportement et votre perception? Et aussi d'aller regarder en fait qu'est-ce qu'il y a dans les expériences passées, par exemple. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un vol d'identité, d'un vol de données personnelles? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Donc, vous voyez, tous ces éléments qui vont nous permettre d'essayer de comprendre un petit peu ces enjeux d'acceptabilité. On est dans une société qui se transforme. La santé, notamment l'utilisation du numérique, l'IA fait partie de l'évolution, du progrès dans ces domaines-là. Mais c'est sûr on ne peut pas le faire de n'importe quelle façon et il faut instaurer une confiance, comme on l'a dit, une transparence. Et c'est vraiment l'objet en fait, des travaux sur lesquels on travaille actuellement. Merci beaucoup. Encore une présentation très claire. Alors, je vais poursuivre
Je vais vous dire d'abord, dans un premier temps, ce que je vais vous livrer, c'est un peu le fruit de ma réflexion personnelle, mais ça fait déjà quelques années, moi, que je participe à plusieurs comités de patients citoyens où on discute de ces choses-là. Les données médicales, les dossiers médicaux, les données, l'accessibilité, le consentement, etc. Donc, sans dire que je les représente, là, c'est comme si c'est quelque chose qui mijote, puis j'ai peut-être discuté avec, je ne sais pas, une cinquantaine de patients citoyens partenaires. Je voulais dire ça d'entrée de jeu. Souvent, ma crainte quand je participe à ce genre d'événement-là, parce que ça m'est arrivé quelques fois, c'est de me retrouver avec un point de vue diamétralement opposé à celui des soignants, des chercheurs, des scientifiques. Et là, cette fois-ci, aux joies, je suis vraiment pas en porte-à-faux. J'ai eu vos constats par écrit, mais j'ai écouté ce que vous avez dit. Et on est vraiment, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que l'ensemble des patients citoyens avec qui on a discuté depuis quelques années. On est dans ces enjeux-là. Je vais essayer de vous amener dans des choses plus d'application, mais concrètement, ce qui ressort toujours quand on a des discussions, nous, c'est de dire, pour que ça fonctionne, l'acceptabilité sociale, puis vous allez vous reconnaître, vous venez d'en parler, ça prend un lien de confiance avec les institutions et les professionnels concernés. C'est absolument fondamental. Ça prend une transparence dans l'utilisation. Et ça, c'est plus fort qu'à la notion du consentement bien articulé, organisé, où finalement, il y a des patients qui ont eu l'expérience de participer à certaines recherches où ils signaient un consentement de 22 pages, dont ils comprenaient strictement rien parce que c'était fait par des avocats pour des avocats. La notion de la transparence est plus importante. Puis troisièmement, vous l'avez mentionné aussi, il faut quel impact ça a, ça, l'accès aux données, sur la qualité de vie des gens, concrètement? Parce que souvent, on entend ce discours-là, l'accès aux données, par rapport à faciliter la vie aux chercheurs. J'en suis, moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais en autant que ça donne un impact concret, que ça améliore la qualité de vie des personnes et des communautés, justement pour éviter l'utilité, que ça ne dessert pas juste la majorité. Fait que ça, donc, dans ce sens-là, quand je vous dis ça, puis ça, j'avais écrit ça avant de vous lire et avant de vous entendre. Alors, vous voyez, on est vraiment pas en porte-à-faux par rapport à ça. Alors, je vous lance une première question, puis vous allez reconnaître le côté plus pragmatique que je vais amener. Alors, je ne demanderai pas nécessairement que tout le monde réponde si vous sentez le besoin, puis des réponses courtes pour qu'on ait l'occasion d'avoir plus de temps pour les autres questions aussi. Alors, compte tenu des infos qui ont circulé, puis je pense que Mme Marcelin en a parlé vers la fin, dans les dernières années, il y a des infos qui ont circulé sur le manque de sécurité des données. Moi, personnellement, j'ai eu un vol d'identité dans Desjardins, là, quand il y a eu les millions de noms qui ont été faits, qui ont été piratés par quelqu'un de l'interne. J'ai déjà été membre de conseil d'administration de Promutuel. Puis il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre disant que les données avaient été piratées des administrateurs des Promutuels. J'ai un neveu qui travaille dans l'entreprise privée en informatique, puis qui sont confrontés à des piratages puis des demandes de rançon si l'entreprise veut récupérer ces données. On entend même parler d'hôpitaux qui auraient été piratés, mais ça reste assez obscur. On ne sent pas la grande transparence là-dessus. Alors, bref, les citoyens ordinaires qui ne sont pas des spécialistes de ces questions-là, ils ne forgent pas leur opinion uniquement basée sur ce qui se passe dans le système de santé. Ils forgent leur opinion de confiance, rien de confiance, en fonction de ce qui se passe dans la société. Fait que ma question, c'est compte tenu que le risque zéro n'existe pas, on s'entend, donc il ne faut pas faire rêver les citoyens et les patients qu'il y aura des systèmes totalement hermétiques, c'est impossible. Mais concrètement, quelle garantie, comment on peut garantir aux citoyens une sécurité réelle de leurs données? Puis en passant, là, je veux juste vous dire, quand je parle dans mon entourage des données, ça prend toujours un certain temps aux gens pour comprendre de quoi on parle. C'est un terme scientifique. Et quand on parle aux gens des informations dans leur dossier médical, là, ça, ils comprennent tout de suite de quoi on parle. Alors peut-être que le mot données, là, il n'est pas nécessairement le plus passe-partout pour la majorité des gens. Donc, comment rassurer les gens concrètement sur la sécurité de leurs données? Puis moi, je vais vous dire, là, j'ai lu le document du ministère, là, les 50 améliorations au système de santé. Il y a une page sur l'accès aux données. J'ai lu le projet de loi 19, puis je ne vois pas grand-chose qui assure la sécurité des données vraiment qui pourrait être rassurant. Alors, j'aimerais savoir votre point de vue. Est-ce qu'on peut faire mieux et comment par rapport à ça? Est-ce que ma question est claire? Alors là, c'est Cécile qui voit les mains levées. S'il y en a qui lèvent la main ou qui veut se lancer? Je peux commencer, puis
parce que ça vient me chercher d'abord sur la question de la confiance, parce qu'on avait relevé en fait un taux de confiance, on avait fait un indice composite dans l'enquête qui nous amenait à 46% qui ont une confiance très faible envers le ministère et 30% moyen. Donc, on n'a pas très confiance et c'est rapport à la sécurité, etc. Je pense que ce que vous soulevez est tout à fait juste. C'est impossible d'avoir une sécurité à 100%. Donc, ça revient aussi aux questions de transparence. Il faut dire aux gens ce qu'est la vérité. Je crois, j'étais en train de réfléchir avec mon collègue, donc, parce qu'on continuait à travailler sur la réflexion avec le professeur Montmarquette, et on pensait à des solutions de politique publique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on gère le risque comment? Par l'assurance, il y a des choses à aller voir de ce côté-là pour s'il y a des bris, sinon on va être paralysé. Donc, pour moi, d'abord, je suis d'accord avec vous, M. Poulin, sur la question du vocabulaire. D'ailleurs, on a utilisé dans l'enquête renseignements de santé, vos renseignements de santé, non pas les données, parce que. Et déjà là, c'était même au début assez difficile parce que, bon, lesquels, là, c'est pas toujours très clair pour les gens. Mais je crois que d'être transparent, ça fait partie, le vocabulaire fait partie de la transparence. Je pense que c'est important qu'on dise les choses correctement. Et puis, de prétendre au risque zéro, je veux dire, c'est faux, on le sait, mais peut-être de commencer à réfléchir à des politiques publiques qui viendraient justement compenser, comme on le fait dans beaucoup d'autres domaines. Et puis, c'est vrai pour la santé, mais j'y pensais, moi, déjà, là, dans tout domaine, quand on perd notre identité, etc., l'État le fait. Bon, j'ai passé 30 ans au gouvernement fédéral avant et on a des programmes comme ça qui existent pour redonner des identités aux gens, donc dans des circonstances exceptionnelles, mais on avait un programme, entre autres, pour redonner un numéro d'assurance sociale aux gens qui devaient finalement se cacher, là, parce que, bon, ils avaient été victimes de violences, des choses comme ça. Donc, on peut penser à ça, et je pense que c'est peut-être une avenue dans laquelle on peut s'engager tranquillement, avoir une réflexion de ce côté-là. Vous êtes d'accord avec moi que cette réflexion-là, cette démarche-là que l'État devrait faire, le ministère, il faut qu'il le fasse de façon transparente si on veut rassurer les gens. Hein, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise. On a l'impression que c'est complètement sous le boisseau. Puis ce qu'on entend toujours parler du gouvernement sur l'informatique, c'est que ça coûte une fortune puis que ça ne marche pas. Hein, c'est ça, ça n'aide pas à créer un climat de confiance. Est-ce qu'il y a un autre panéliste qui voulait compléter? Oui. Oui, j'enchaînerais parce que je trouve que, outre la dimension de réfléchir à des politiques publiques, je pense qu'il faut aussi réfléchir à la gouvernance qu'on va mettre en place pour la gestion de ces renseignements-là, puis du comment on va faire les choses. Et il y a quand même des modèles qui commencent à démontrer leur plus-value, qu'on parle de gouvernance collaborative dans l'implantation de la gestion des données en santé. Alors, je pense que ça peut être aussi une avenue. C'est sûr que quand on met en place une gouvernance collaborative, il faut savoir qui va gérer ça, qui va gérer la sécurité, etc. Puis on le voit un peu à l'international, du moins, il y a des modèles où c'est des universités qui gèrent ça, d'autres, c'est un tiers qui gère, d'autres, c'est des compagnies privées, puis il y a des ententes, des contrats, etc. Donc, on n'a pas beaucoup avancé la réflexion au Québec sur le modèle de gouvernance qu'on voudrait mettre en place. Et ça peut faire l'objet justement de discussions publiques. Je repensais, quand vous avez posé votre question, je repensais à la définition d'acceptabilité sociale d'un projet. Puis je pensais au professeur Caron qui avait sorti cette définition-là. Puis corrigez-moi, là, moi je vous ai avec moi. On disait que pour que dure l'état d'acceptabilité sociale d'un projet, il faut que celle-ci ait été convenue en toute connaissance de cause pour l'ensemble des parties, dans un climat d'équité entre les différentes classes d'experts et surtout sans condescendance. Alors ici, je me dis, ça a l'air facile hein, quand tu dis ça, l'équité, sans condescendance. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Il y a beaucoup de condescendance, il y a beaucoup d'ego. Puis l'équité, c'est pas facile à amener ça sur le plancher des vaches, là, si on veut. Mais je trouve que l'angle de réfléchir à une gouvernance collaborative, ça pourrait mettre à l'épreuve
justement ce socle-là qui nous est demandé de maintenir dans un climat d'équité et sans condescendance, dans lequel on peut avouer, par exemple, que le risque zéro n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on va faire si jamais ça arrive? Puis d'être dans une réflexion préventive aussi, ça fait partie de la confiance qu'on va donner, là. En fait, ce sont les éléments là, sur lesquels j'avance au regard de la question que vous avez posée, M. Poulet. Vous m'ouvrez la porte à une question complémentaire en lien avec ce sujet-là. Quand on parle de gouvernance, on parle de lieux de décision pour moi. On parle de lieux qui ont du pouvoir de prendre des décisions, d'orienter, de mettre en place des processus. Moi, je suis de l'école maintenant parce que je fais beaucoup d'implications de patients citoyens. Je pense qu'une façon de s'assurer de la sécurité, ce n'est pas la seule, mais une façon, est-ce que ce ne serait pas justement d'impliquer des patients citoyens réels, concrètement dans la gouvernance? Et je vais vous donner des exemples précis. J'aimerais ça savoir votre degré d'accord avec ça. On a un projet de loi 19 là, qui est sur l'accès aux données. Si je ne me trompe pas, dans ce projet de loi, on parle d'avoir dans chaque établissement de santé au Québec un responsable de l'accès aux données. Puis on parle d'avoir un centre d'accès aux données qui serait provincial, je pense, je ne me trompe pas. Je vais aller loin dans ma suggestion. Pourquoi il n'y aurait pas dans chaque établissement un co-responsable patient ou citoyen en lien avec l'autre responsable des données? Donc, d'avoir une coordination de l'accès aux données dans chaque établissement. Et le centre d'accès aux données, il ne devrait pas y avoir un comité paritaire, la moitié formée de patients citoyens, puis l'autre moitié formée de gestionnaires, de chercheurs, de cliniciens, qui assurerait justement toutes ces questions-là, parce que si je vous pose la question, c'est que moi, personnellement, puis j'ai entendu beaucoup de mes collègues le dire, je pense que le fruit est mûr pour qu'il y ait une voie accélérée du consentement pour avoir accès aux données au niveau public. Au niveau privé, je pourrais y revenir, mais au niveau public, je pense qu'on explique aux gens, M. Caron en a parlé, je pense que la très grande majorité des gens sont d'accord pour dire je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un consentement écrit à chaque fois que quelqu'un va voir dans mes données, en autant que j'ai confiance. Et une des façons de créer la confiance, et je réitère à ma question, ne serait-ce pas d'impliquer des patients citoyens dans la gouvernance, concrètement, des co-responsables, puis des comités paritaires au niveau du centre d'accès aux données, pour s'assurer que le point de vue patient-citoyen soit toujours entretenu, soit toujours sur la table, et que les décisions soient centrées le plus possible sur le bien-être des personnes et des collectivités et non sur le confort des institutions. Là, je dis ça poliment, parce que les institutions ont tendance à prendre des décisions confortables en fonction de leurs enjeux. Alors, je ne sais pas si ma question est claire, puis j'aimerais ça vous entendre me dire jusqu'où va votre degré d'accord. Je pense qu'il y a Mme Cumin qui voulait intervenir. Oui, merci. Je pense que effectivement, vous identifiez une très bonne piste. Puis on a des précédents. Moi, comme présidente d'un comité d'éthique de la recherche, je vois à quel point les décisions qu'on prend ont de la légitimité parce que nous avons des représentants de la collectivité qui prennent des décisions au sein du CER. Puis il y a d'autres exemples comme ça qui montrent que lorsqu'on a un engagement du public au sein de la gouvernance, ça augmente la légitimité. Ça augmente aussi la participation. Donc, on a des études qui montrent que ça augmente la participation, par exemple, à de la mise en banque. Ça s'assure aussi que les choses sont mieux dites. Vous faisiez référence au formulaire de 22 pages. Quand on a des patients partenaires dans des projets, moi, je vois une grande amélioration dans les formulaires de consentement. Ça devient beaucoup plus net et approprié. Bon, parfois, avec les essais cliniques, on est quand même coincé pour avoir certains longs formulaires, mais dans les autres types de recherche, on voit l'avantage. Donc, le défi, évidemment, c'est que la participation soit vraiment réelle, qu'il n'y a pas je cherche le terme en français, en anglais, c'est tokenism, que ce ne soit pas une chose juste pour faire beau. Il faut vraiment que qu'on est bien impliqué, puis que ces personnes-là contribuent leur savoir-faire, leur expertise à la hauteur de ce qu'elle est. Donc, oui, je pense que c'est une belle piste. Vous parliez du consentement, effectivement, je pense que le plus on s'aligne sur les autres piliers d'acceptabilité sociale, la transparence, la bonne gouvernance, la l'applicabilité, etc., le moins les gens, le plus les gens sont prêts à faire évoluer leur vision par rapport au consentement. Donc, ça part toujours d'un réflexe de je veux un contrôle, je veux donner mon consentement, non, je suis prête à voir d'autres modèles parce que les autres ingrédients, les autres choses sont au rendez-vous. Merci. J'aimerais ça entendre les autres personnes là-dessus.
C'est ça, j'allais dire pour compléter, en fait, moi, il y a un élément qui était important, c'est l'aspect aussi sensibilisation, éducation, parce que la question, c'est souvent, nous, on le voit, c'est qu'on présente quelque chose, puis on voit bien qu'il manque de l'information, ou ce n'est pas les bons mots qui sont utilisés, ou ce n'est pas la bonne façon de le dire. Et une fois qu'on explique et qu'on passe du temps, ben là, on s'entend d'une certaine façon. Et je pense que ça peut être très intéressant, justement, d'avoir une intégration des patients partenaires collaborative, en fait, pour qu'on puisse tout de suite identifier. Vous voyez, on le voit souvent. Vous voulez dire quoi par là? Comment ça se passe? Ben, au moins, on le fait au moment, en fait, de mettre en place le projet et on n'attend pas de faire après coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment en amont. On l'identifie. On le connaît déjà. On a, tu sais, je veux dire, les études qui ont été faites par mes collègues et ce qu'on a commencé à regarder, nous, on arrive à voir c'est quoi que les personnes, en fait, et les patients, évidemment, vont être réfractaires ou se posent des questions beaucoup. Donc, on pourrait amener un message dans ce sens-là. Mais je pense que, comme toute situation, en fait, parfois peut-être différente, comme vous l'avez dit, c'est selon qui peut avoir accès aux données, à quel moment, puis ça peut changer dans le temps, puis que les gens aient l'impression qu'ils peuvent changer d'idée aussi. Tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est important parce que très souvent, on les consulte, mais on les consulte à un moment donné, puis on part avec ça comme si c'était comme pour toujours. Et on le sait, en fait, en gestion de risque en particulier, hein, c'est dynamique. Il y a des nouvelles informations qui apparaissent, il y a des nouvelles données qui vont faire que tu changes un peu d'idée ou d'avis, puis tu as l'impression que tu n'es plus reconsulté, puis tu ne sais pas comment faire pour enlever ton consentement ou pour le changer. Donc, je pense que c'est important d'avoir une réflexion au continu, en fait, avec les patients, évidemment. Oui, parce qu'en général, quand les patients, les citoyens sont impliqués, ils veulent de l'agilité, ils veulent de la simplicité. C'est très important. Puis ils ont toujours beaucoup de misère à comprendre les choses qui fonctionnent de façon un peu automatique, c'est comme ça. Et surtout les choses défensives. Pour moi, je caricaturais 22 pages, mais j'en ai déjà vu des consentements de plusieurs pages. C'est des consentements très compliqués comme ça. J'appelle ça des consentements défensifs. C'est pour se protéger. Alors que dans le fond, l'accès à la recherche, l'accès aux données, c'est pas pour se protéger, c'est pour aller vers un plus, pour aller vers une plus-value pour l'ensemble de la société. Est-ce qu'il y en a qui... Puis en passant, juste terminer, il y a beaucoup de patients, de citoyens autour de moi, parce que moi, je fais des petits vox pop des fois dans mon entourage là, sur ces affaires-là. La notion du bien public, là, quand tu leur expliques ça, les gens sont assez ouverts de dire oui, c'est mes données de santé, c'est mes informations à moi, puis c'est privé. Mais par contre, ils sont colligés quelque part, puis ils pourraient servir à d'autres. Et je pense que la pandémie a réveillé ça chez beaucoup de gens, que nos choix individuels ont un impact sur la collectivité et donc nos données peuvent servir à aider d'autres personnes. Je pense que c'est un message qui passe bien maintenant. Et la notion que c'est à la fois un bien privé et un bien public, il y a un équilibre entre ça. Est-ce que Mme Langlois, M. Caron, vous y rajouter quelque chose sur cette question-là de la gouvernance et de la présence des patients citoyens? Professeur Langlois, je prendrai la parole après. En fait, ce que je voulais rajouter au niveau de votre question, c'est que je pense, on parlait tout à l'heure de la légitimité. Je pense que c'est important cet aspect-là, puis j'ajouterais que ça prend une légitimité de proximité. Je crois que si on reste dans ce paradigme-là, dans ce modèle-là, d'avoir toujours constamment une légitimité de proximité, tant liée à son exercice qu'à son contrôle, ben c'est à quelque part, on confronte nos décisions, on les met à l'épreuve au sein d'une discussion, puis on va chercher un peu, puis j'en reviens encore à ma définition que j'ai empruntée au professeur Caron, bien, ça crée le climat d'équité. Parce que si on veut l'équité, bien, il faut avoir une représentativité dans ce modèle de gouvernance-là, parce que sinon, on va rester dans un discours d'experts. Puis ce discours d'expert-là ne pourra pas être mis à l'épreuve et ne sera pas légitimé non plus au sein là, du bénéficiaire qui est le patient, par exemple. Donc, je prônerais vraiment un modèle de gouvernance axé sur une légitimité de proximité. Je pense qu'on reste dans l'esprit de la démocratie qui est sous-jacent à la notion d'acceptabilité sociale. Et Mme Langlois, je rajouterais même à votre propos qui est très pertinent, pour le vivre actuellement, je vois bien qui sont les patients, les citoyens qui s'impliquent dans les recherches, dans les centres de recherche d'un divers comités. Il n'y a pas encore une énorme diversité non plus à ce niveau-là. Donc, il faut qu'il y ait une préoccupation que rentrer les patients citoyens dans la gouvernance, c'est aussi entrer la diversité des gens, pas juste entrer un modèle. Parce que moi, je vois bien là, que quand je regarde les comités au siège,
Il y a beaucoup de retraités. Hommes-femmes, c'est assez bien réparti. Pas beaucoup de gens jeunes, pas beaucoup de gens des communautés culturelles, pas beaucoup de gens des milieux que j'appellerais des gens qui ont des difficultés majeures d'adaptation sociale. Alors, les patients citoyens, si on veut les impliquer, il y a aussi ce défi-là d'impliquer une diversité aussi à ce niveau-là pour s'assurer de cette équité-là dont vous parlez. Oui, parce que sinon, on a toujours le même patient partenaire, très érudit la plupart du temps, puis Ouais. beaucoup de temps pour approfondir les dossiers, etc. Fait que l'équité dont on parlait, c'est aussi de l'autre côté, là. On peut mettre en place une gouvernance qui prône ça, mais il faut aussi aller chercher des patients qui ont des particularités. Alors, M. Caron a complété cette question-là parce que je voudrais prendre le temps qui nous reste pour une autre question qui vous concerne encore plus directement. Allez-y, M. Caron. Je vais faire vite, mais ce que je trouve intéressant dans la discussion, c'est que dans le fond, on est en train de regarder de l'amont à l'aval, c'est-à-dire qu'on regarde du début comment on peut s'y prendre avec la gouvernance avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Je peux vous dire que par expérience, la gouvernance informationnelle, c'est le parent pauvre de beaucoup d'organisations. J'ai fait beaucoup de vérifications dans les universités, un peu partout. Il y a des gens qui auraient des frissons sur la façon dont les données sont gardées, etc. Donc, c'est pas... Alors, il y a un besoin de gouvernance et si elle est collaborative, d'ailleurs, ça fait partie du 21e siècle, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui dans l'univers numérique de le faire, donc on peut le faire aisément. Alors, donc, cette idée d'avoir, mais il ne faut pas non plus rêver et penser que la sécurité va être garantie par une gouvernance. C'est de la technologie, ce sont des humains. Et il y aura toujours, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut penser à l'ensemble de l'amont jusqu'à l'aval et regarder tout ça pour qu'il y ait des garanties parce que c'est ce qui va être la clé dans tout ce qu'on a regardé, là, ce qui va être la clé justement à cette possibilité-là d'utiliser, d'exploiter les données finalement là, et les renseignements au bénéfice de la société. Ouais, vous amenez bien le fait que c'est un problème complexe, la sécurité des données, puis qu'il n'y aura pas de solution simple, simpliste en tout cas. Là. Non, jamais. On ne peut pas croire ça. Bon, une dernière question, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, oui. Vous avez parlé de contrat social. Hein? Bon, je vais vous poser la question directement, parce que vous êtes des chercheurs, OK? Moi, comme citoyen, comme patient, là, je suis très ouvert à ce que les données de mon dossier servent. Bon, moi, j'ai un problème de diabète, j'ai déjà eu un accident avec multifractures, etc. Donc, si ça peut aider, ça peut être utile, oui. Mais en échange, parce qu'un contrat, bêtement, il y a deux parties, là. En échange, comment qu'on pourrait faire, là, je ne vais pas vous mettre ça ces lettres, là. Les chercheurs, les chercheuses, il y en a quand même plusieurs qui intègrent des patients partenaires. Ça commence, mais on ne peut pas dire que c'est la manne. Là. Comment on pourrait s'assurer que les chercheurs, dans leur part du contrat à eux, pour en échange d'avoir un accès aux données plus simple, plus rapide, plus complet, OK? Puis en passant, moi, comme patient citoyen, quand je suis arrivé dans le domaine de la recherche, j'étais tellement étonné de voir qu'il y a plein de banques de données comme l'assurance maladie qui n'est pas accessible facilement. Tu sais, comme citoyen, on ne comprend pas ça. Ben, on sont toutes là, nos données sont dénominalisées. Pourquoi il y a un chercheur? En tout cas, bref, il y a comme des chasses gardées. Mais comment on pourrait faire pour s'assurer que les chercheurs, et ça serait une manière de créer la confiance, intègrent davantage de patients citoyens en co-construction dès le début au niveau de la question, tout le long du processus, puis après ça, même dans la diffusion des résultats, ça permettrait de créer cette confiance-là. Évidemment, ça supposerait au niveau des chercheurs d'être pensé à une diffusion beaucoup plus large, beaucoup plus vulgarisée, beaucoup plus lisible. Moi, je me souviens, il y a peut-être 6 mois de cela, que le scientifique en chef du Québec, M. Quérillon, a invité les scientifiques à descendre dans la rue, littéralement, dans le sens que moi, je trouve que les scientifiques ne sont pas assez présents dans la sphère publique, ils pourraient l'être bien davantage, et surtout qu'ils ont plein de données, plein d'informations intéressantes. Ma petite anecdote avant de vous laisser répondre, moi, j'apprends à un moment donné une réunion du bureau de direction de Vitam que dans Vitam, on a 2 chercheurs parmi les 5 plus cités au monde. Alors, les gens sont contents d'entendre ça. Puis là, je pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire citer? Dans les articles de recherche. Donc, je comprends, on a les 2 chercheurs parmi les plus cités au monde par d'autres chercheurs. Mais moi, comme citoyen, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Pour moi, ce qui a de l'impact, c'est pas que vous fassiez 50 recherches puis qu'il y en a 49 sur la tablette. Vous en feriez peut-être juste 5, mais ces 5-là feraient la différence dans ma vie ou dans celle de plusieurs citoyens. Alors, comment s'assurer d'avoir une synergie plus forte entre les chercheurs et les patients, d'avoir plus de volume par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si ma question est claire. Madame Cumin, vous voulez y aller? Non, rapidement, premier élément de réponse. Moi, je peux vous dire que je note depuis les 5 dernières années
beaucoup plus d'implication de patients partenaires dans les projets qu'on évalue. Et c'est parce que les organismes subventionnaires le demandent ou le recommandent. Et c'est parce que le comité d'éthique aussi le recommande ou le demande. Donc, c'est une question qu'on pose maintenant lorsqu'on évalue des projets qu'on ne posait pas il y a 5 ans. Et comment faire pour que ça soit, qu'on ait encore plus? Donc, je ne sais pas si d'autres collègues ont d'autres réponses. Moi, j'ai vu une bonne amélioration. En fait, je suis assez encouragée. OK. Alors, il nous reste quelques minutes, si vous voulez je pense, si je peux ajouter, là, puis je vais revenir sur ce que disait ma collègue Nathalie tout à l'heure, il y a beaucoup d'éducation en amont qui doit être faite. C'est bien d'avoir des patients partenaires, je pense que c'est une très bonne idée, mais même encore là, ce n'est pas suffisant. Il faut divulguer, il faut cloner des Fernand Séguin de l'époque passée là, et s'assurer que l'information, elle va circuler. Et c'est ça qu'on entendait des répondants. Ce qu'ils disaient, c'est « Oui, mais je vais savoir quoi, moi, OK, vous utilisez mes données. » Alors, il faut passer d'une innovation du type Schumpeter à une innovation plus générique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que comptable, elle n'est pas qu'économique, elle n'est pas que financière. Et souvent, l'IA, Nathalie, vous le savez, c'est vu comme étant, ça s'en va dans le privé, ils vont faire des sous avec ça. Puis, alors, il faut aller du côté générique et donner du sens à tout ça pour que le citoyen puisse finalement en comprendre quelque chose. Et il faut revenir constamment, et je pense qu'il y a énormément d'éducation à faire, puis je suis d'accord avec Nathalie là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont à faire pour qu'il y ait une littératie et que ça devienne une conversation plus large. Et certainement qu'en ayant des patients partenaires, ça va aider. Je suis d'accord avec ça aussi. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec M. Quérillon que les chercheurs comme vous doivent descendre dans la rue? Ah oui, absolument. Moi, je suis d'accord. Mais il faut comprendre une chose. Hein, je vais juste faire une parenthèse. Les collègues le savent. Le modèle universitaire n'est pas fait comme ça. Non, c'est ça. Non, ça aussi, j'ai appris que c'était plus facile d'avoir des revenus, des subventions, quand on publie beaucoup. Mais est-ce qu'on publie les impacts? Ça, c'est moins. Et puis la diffusion, puis surtout la vulgarisation, c'est pas des critères de financement habituellement. Juste pour Mme Nathalie, de vous dire, là, sur la question de l'IA, là, c'est des choses qui reviennent souvent dans les comités où je suis. Là. Il y a une espèce de peur innée, qui est peut-être fondée ou pas, que l'intelligence artificielle, puis qu'on tombe dans une médecine d'algorithme et qu'ainsi le système se déshumanise encore plus. C'est quelque chose qui revient régulièrement, ça, comme crainte. Là, juste vous le signifier en passant, là, c'est ce bout-là que ça serve de prétexte pour que la médecine soit encore moins collée sur le patient, qu'on soit moins dans le partenariat puis qu'on soit plus dans une vision scientifique un peu en hauteur. Là. Je voulais juste le dire avant qu'on se quitte. Est-ce que, Cécile, on a encore un peu de temps pour terminer cette question-là? Parce que il faut que je te laisse au moins une minute. Oui, on aurait 4 minutes. Je ne sais pas si Nathalie voulait intervenir ainsi qu'Annabelle. Oui, c'est ça. Moi, ce que je voulais dire pour rebondir ce que disait Daniel, en fait, puis je prends bien en compte ce que vous venez de dire, en fait, sur les craintes, parce qu'on le voit souvent, puis là encore, c'est ce qu'on pense, parce que vous savez, on se fait une idée de l'intelligence artificielle, mais en réalité, la façon dont elle est développée, c'est pour aider les médecins et souvent, c'est pour leur faire gagner du temps de patients et du temps, parce que justement, il y a des choses qui sont informatisées ou qui vont être systématisées ou automatisées, on va dire, d'une certaine façon. Donc ça, c'est important. Et l'aspect littératie, mais même l'aspect éducation, elle est même plus large qu'avec les patients. En fait, moi, je vois beaucoup, en fait, actuellement, même avec des praticiens, des médecins, tu sais, l'échange de données dans tous les côtés, je pense que, vous savez, quand vous parlez à vos patients, vous l'expliquez, il y en a qui sont impliqués dans la recherche, il y en a qui ne le sont pas, et c'est même plus large que ça. Donc, je pense qu'on peut jouer un rôle en descendant dans la rue, mais en étant aussi dans les établissements, en discutant avec les patients, les collègues, mais aussi les personnes, en fait, les professionnels de la santé, parce que clairement, il faut, tu sais, c'est toute une valeur. Tu sais, tu parlais d'innovation, en fait, Daniel, mais c'est ça, il faut pouvoir trouver la valeur, en fait, de ce qu'on veut faire et pour tout le monde. Et quand je dis ça fait gagner du temps, tu sais, ça peut avoir des meilleurs soins, ça peut faire gagner du temps parce qu'on va plus rapidement sur une piste quand on explore. Donc, vous voyez, l'algorithme permet d'aider ça. C'est une aide à la décision. Souvent, on parle même d'intelligence augmentée, pas artificielle, c'est qu'elle t'aide en fait à t'améliorer, mais c'est pas vu comme ça, c'est peut-être pas bien expliqué. Et moi, je pense que le point important qu'on doit avoir, et c'est pour l'ensemble, c'est la littératie des données, la littératie justement de l'ensemble en fait de la recherche sur ces sujets-là. Alors, vous voyez, ça traduit, puis je pense qu'on en a parlé beaucoup, la transparence. Hein. L'éducation, ça fait partie de la transparence, de l'explication, l'information. Puis je pense qu'il y a une soif très forte de la part de beaucoup de patients et de citoyens de l'avoir, mais il y a peut-être un petit effort social à faire là-dessus. Et monsieur, si je peux dire, dans une langue compréhensible, parce que le problème de nos institutions, c'est qu'elles se parlent entre elles.
Oui, avec la langue de bois. Mais vous n'avez pas eu la langue de bois, monsieur, madame, cette rencontre-là. J'ai trouvé ça très agréable et très intéressant. Je ne sais pas comment vous trouvez votre expérience d'être interrogé par un citoyen partenaire. Est-ce que ça vous a convenu? Je n'ai pas été trop méchant dans mes questions, là, quand même. Là. On est ravis de voir qu'il y a des craintes et des choses qu'on va pouvoir adresser, que vous nous les partagiez, parce que c'est ça le plus important, je pense, pour nous, les chercheurs, c'est de pouvoir savoir justement ce quoi les enjeux, ce quoi les défis, comment on peut les améliorer, comment on peut faire des recommandations qui s'appliquent. Parce que vous voyez, vous parliez du projet de loi, mais actuellement, la plus grande défi, c'est comment on va le faire pour vrai, que les gens vont comprendre et que ça va fonctionner, tu le disais, Daniel. Et parfois, malheureusement, c'est ça, on a des théories, mais je pense que là, on a un bel exemple de chercheurs on est près des milieux, on est près du terrain, on est près des patients parce que justement, on veut que ça fonctionne. Je vous remercie infiniment. Alors, je vais céder maintenant la parole à Cécile pour conclure cette table ronde. Merci, Monsieur Poulain, et merci à toutes et à tous. Et en effet, je vois cette table, cette discussion qui est mise à disposition en fait de toutes les participantes et participants du congrès de l'ACFAS comme un pas vers le dialogue citoyen. On a parlé d'éducation, de compréhension, d'explicitation des enjeux pour que ça soit intelligible. Vous avez participé, je pense, à cet effort et je vous remercie infiniment parce que c'est plus clair. Du point de vue de Guy, moi-même, on sent qu'on a souligné des enjeux qui souvent sont présentés de façon un peu trop technique ou dans des rapports qui ne sont pas lus par les citoyens. Donc, cette vidéo qui est mise à disposition de toutes et tous, elle participe aussi de cet engagement. Je sais qu'elle va susciter des questions. Et donc, le dialogue va continuer par la suite. Et puis, je veux faire un lien aussi avec les autres tables rondes qui font partie de ce colloque sur l'acceptabilité sociale et citoyenne. Guy, ici présent, va être panéliste aussi dans notre table ronde citoyenne. Il va avoir une table ronde étudiante, la vision de la relève sur le lien entre recherche et société, science et société, utilisation des données IA. Ça va être aussi au cœur de cette table ronde. Il y a aussi une table ronde plus d'experts qui est mise à disposition sur notre plateforme, la ACFAS, autour d'experts en sciences humaines et sociales, donc les comportements et les dispositions de long terme des citoyens face à la science, face aux données, face à la recherche, et un conférencier ou conférencière qui n'est pas encore confirmé, donc de prestige, qui va pouvoir nous présenter justement un constat sur, au-delà des données, la vision de la recherche, la science, et vous l'avez vraiment beaucoup abordé dans cette table. Donc, un grand merci à vous pour cette participation et puis c'est sûr que le dialogue va continuer.